Delage sont très heureux de vous accueillir pour cet après-midi. Cet après-midi qui va être un voyage dans le temps. Le temps où l'Alcazar était un haut lieu mythique de musique, de chansons et de danse. Voilà. Nous accueillons très très volontiers, avec un très grand plaisir, Madame Delage, qui est vice-présidente du comité du Vieux-Marseille, ainsi que beaucoup de membres et le président du comité également. Voilà, je vais laisser la parole à Madame Delage, parce que je crois qu'elle a une surprise à nous faire en présentant des personnes très importantes aujourd'hui. Voilà, merci de votre présence. Merci Laurence, merci. Merci de votre fidélité indéfectible qui nous permet d'être là aujourd'hui. Elle vous a annoncé une surprise, alors on va un peu bousculer les choses et ça n'est certainement pas la seule bousculade de l'après-midi parce qu'il va falloir tout concilier. Donc Jean-Christophe Borne, qui est notre vedette, est en train certainement de mettre son habit de lumière. Donc nous allons lui taper le pion avant de passer la parole à mon président. Je ne suis plus vice-présidente, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est bien, c'est que sont là aujourd'hui les gens les plus proches de Ernest Robert Trébor, c'est-à-dire ses petits-enfants. Marie-Claire, hélas, sa fille, qui devait être là et qui aurait dû user du piano pour accompagner Jean-Christophe, mais dans l'incapacité de venir pour des raisons de santé, donc nous pensons infiniment à elle. Mais nous avons dans l'ordre Valérie, fille de Marie-Claire. Donc Valérie, la fille de Marie-Claire. Fabien, Aïssa, le fils. Et Richard Dubelski, le fils de Claudie Trébor et Marcel Zoulet. On est très touchés d'être là et on pense très fort à notre maman qui, pour le moment, ne peut pas être là. Voilà, et on enregistre et on lui fera passer la vidéo. Merci beaucoup. Jean-Christophe est là, je vous disais, allez. Jean-Christophe, non, pas tout à l'heure. Dès maintenant, je voudrais que vous présentiez vos musiciens. Nous avons dit que Marie-Claire Trébor, qui était prévue et que nous avions rencontré et avec qui nous avions mis au point quasiment un programme, ne peut pas être là. Donc, à vous de présenter vos musiciens. Eh bien, nous aurons la chance, oui, donc d'avoir Robert Piana à la clarinette, qui est en loge. Robert Piana. C'est timide. Et puis Alain Martinelli qui lui jouera du clavier. Voilà pour donc donner ces petits extraits de musique qui ont évidemment eu beaucoup d'importance dans ce haut temple de la chanson. Voilà, on espère que ça vous touchera comme nous le savons. Et donc là, maintenant, place à la conférence, pour la première partie, et Madame Michèle Delage va donc commencer. Voilà. Mon président. Bonsoir, bonjour. On a tellement l'habitude de faire ces rencontres marseillaises qu'on faisait le soir à 17h. On a l'habitude de dire bonsoir. Donc, bonjour, bienvenue effectivement à l'Alcazar. Le comité de Marseille dont le but est la préservation et la valorisation du patrimoine marseillais. Très heureux de vous présenter cette rencontre marseillaise, parce que dans le patrimoine, il n'y a pas que l'architecture des vieux monuments, il y a aussi le patrimoine immatériel, le patrimoine culturel. Donc, nous sommes très heureux de vous présenter cette conférence musicale sur l'histoire de l'Alcazar, puisque dans la mémoire collective, même pour des gens comme moi qui n'ont pas connu l'Alcazar, dans la mémoire collective, l'Alcazar, c'est le music-hall. Donc, je vais raconter quelques anecdotes familiales à Michel, mais je pense que vous aussi, vous devez avoir des souvenirs, si vous l'avez connu, des anecdotes. Et donc, je ne vais pas perdre plus de temps, puisque notre temps est malheureusement compté, puisqu'on dit ensuite
une autre conférence ce soir. Et je pense que ce serait bien de garder du temps pour un échange avec les auditeurs et les gens présents qui vont sûrement nous apporter des souvenirs et des anecdotes. Bien. Nous espérons en effet tenir le temps, mais comme il y a vraiment des choses très belles à entendre, je vais un peu hâter ma présentation, qui est un peu livresque. Elle est cependant nécessaire pour replacer, je crois, l'Alcazar dans son époque. Et donc on va dérouler l'histoire de l'Alcazar. Ça, c'était pour me mettre en voie. C'est juste pour vous dire à quel point, quand s'est ouvert ce musical en 1857, l'offre était abondante à Marseille. Il y avait vraiment des spectacles de toutes sortes, aussi bien classiques que théâtraux. Il y avait des spectacles pour tous les publics des cafés chantants. Le casino musical, lui, a été ouvert en 1956, c'est-à-dire l'année avant celle de l'Alcazar, a été un rude concurrent. Mais c'est en définitive cet Alcazar qui a été donc voulu par Étienne Domelin, qui ouvre ses portes le 10 octobre 1857 au 48-50 du cours Belzunce. C'est lui qui va le tenir le plus longtemps et ses directeurs, et en particulier le dernier, l'avant-dernier d'entre eux, ont tout fait pour que ce soit le cas. Donc, nous avons l'habitude de faire, sinon de l'histoire, mais de repositionner les choses dans l'histoire de Marseille. Donc, je vais vous parler du site de l'Alcazar avant qu'il ne devienne l'Alcazar. Ça, c'est une vue de ce qu'était le cours Belzunce à l'époque où s'est installé l'Alcazar. Ça vous paraît en effet désuet, et c'est le cas. Je vais vous faire une illustration qui colle avec l'époque. Toutes les photos que l'on voit, c'est bien normal, montrent les tramways. Or, les tramways n'existaient pas en 1857. Il y avait des omnibus à chevaux. Et le cours ressemblait encore un peu à ce qu'il était au moment de la volonté de Louis XIV d'édifier un grand cours majestueux, après qu'il a eu fait éclater les murailles de la ville, dont la superficie a du coup été multipliée par 3. Voilà ce qu'il était. La vue est en définitive prise ou gravée par la plante à partir du cours Saint-Louis, avec le départ donc, du cours, avec ces deux superbes fontaines dues à Pascal Coste. Et on voit que c'est en fait encore la situation du départ, c'est-à-dire un terre-plein pour la promenade et des allées latérales pour réserver aux charrois, qui étaient abondants. Mais avant tout cela, en fait, c'était un lieu de passage, parce que c'était à l'arrivée du chemin d'Aix, et le cours du tout a très vite été équipé pour recevoir et accueillir les voyageurs. Les hôtels sont nombreux, certains, et nous l'évoquons dans les différents travaux que nous faisons tout au long de notre activité, certains existent encore sous un autre nom, mais à l'emplacement qu'ils occupaient à cette époque. Et donc, l'Alcazar va s'installer à la place d'un hôtel qui avait été créé en 1822 et avait remplacé une auberge neuve, elle-même installée sur l'emprise d'une maison religieuse qui était la maison créée par la congrégation de Saint-Homme-Bon. Le cerclé de blanc est donc cette maison conventuelle avec de grosses dépendances à l'intérieur en fait d'un environnement extrêmement dense en bâti. Il y avait donc à l'arrière de ce bâti assez de place pour que s'installe ce grand établissement que sera le music hall. Alors,
la petite histoire explique en effet que Saint-Homme-Bon, c'est le nom d'un commerçant de Crémone qui avait été assez bon pendant toute sa vie pour qu'à sa mort en 1197, Innocent III le canonise immédiatement en tant que saint laïque. Et c'était le saint patron de la corporation des Tailleurs. Et donc, cette installation absolument importante avec des bâtiments de séminaires, de réfectoires, des salons, des caves, des resserres, tout cela a été vendu comme bien national à la Révolution. L'église, évidemment, a été détruite et elle comportait 7 autels, dont le maître-autel en marbre blanc, avec une gloire qu'on peut retrouver dans l'église de Saint-Louis. Pour en finir avec Saint-Homme-Bon, l'image que vous trouverez à dans la littérature quand vous chercherez Saint-Homme-Bon, c'est ce petit dessin de Marchand qui est aux archives départementales, et on retrouve à Rome une église de Sant'Omo-Bono qui, elle, a été reconstruite en 1482. Donc, la note qui indique que la façade aurait été dessinée par Puget dans le dessin de Marchand est à prendre avec une certaine réflexion. Donc, voilà l'édifice tel qu'il va se présenter. C'était une délicieuse fantaisie mauresque inspirée de l'Alhambra de Grenade. C'est dire en effet la somptuosité du lieu. Donc là aussi, on peut passer, il faut juste en effet, avec la verve que possédait Léo de Bernard, qui est le seul en fait auquel on puisse se référer pour la description, on voit qu'on franchit une porte mauresque surmontée d'un double balcon, et puis on débouche, après avoir longé une pittoresque rocaille, qui était en fait tout le couloir d'accès vraiment à la salle de spectacle. On débouchait dans une cour plantée de pins maritimes. La vaste salle où on entre ensuite est celle des concerts. À l'extrémité, le théâtre, dont le leader représente la cour des lions de l'Alhambra, il faut rester dans le ton. En face se trouve un grand orchestre de la disposition la plus riche et la plus monumentale. Le plafond, élevé de 20 mètres, est orné, comme les autres parois d'arabesque. Du milieu d'un immense coupole descend un lustre gigantesque composé de 128 becs et globes en cristal. On le retrouvera un peu plus loin dans le récit. Hélas, offert en 1857, il brûle en 1873. Et c'était en fait un soir de représentation où le lieu donnait l'héroïne des îles Sandwich, qui se passe dans les mines de Pologne. Mais à la fin du spectacle, il était prévu l'éclatement d'une pièce d'artillerie. En effet, au moment où tombait le rideau, une forte explosion est entendue, et là, c'est une explosion d'un incendie. Un employé du gaz a eu au moins la présence d'esprit de fermer immédiatement le compteur d'alimentation, alors que seul le tocsin de Saint-Martin, qui était encore là et tout proche, les secours s'organisent. Les pertes, un blessé seulement, mais 3 chiens ont péri carbonisés, dont un chien savant d'une grande valeur qui appartenait à M. Pierrini. Il n'a pas fallu plus de 6 mois pour que soit reconstituée la salle, et dans son édition du 20 décembre 1873, on annonce donc la réouverture de l'Alcazar avec la même verve. L'enquête avait permis de mettre en évidence un vice de construction, une communication directe entre scène et salle. On a pallié à ce problème et maintenant, il a été réalisé un mur plein de 50 cm d'épaisseur, s'élevant jusqu'au sommet et séparant les combles de la scène et de la salle. Le style mauresque prédomine toujours, les panneaux décoratifs abondent. Pascal Coste en a fourni un bon nombre. En 1889, Louis Mollaret étant directeur, parce qu'en effet, pendant la vie de l'Alcazar, 14 directeurs vont se succéder.
chacun apportant un style un peu différent, mais restant dans une ambiance majoritairement ce qu'elle était à cette époque. Valérie pourra nous en dire peut-être davantage. Bien sûr, à l'époque de Robert Trevor, on a un peu modernisé les choses. En tout cas, la salle est un vaste vaisseau de 30 mètres de long, 22 de large et 14 mètres de haut. Circulaire dans la partie opposée à la scène, elle ménage un large promenoir autour de 350 fauteuils. On voit ici la marquise. Alors, ce qui est extraordinaire, quand on cherche à représenter la marquise de cette époque, on a du mal à trouver une image correcte. Celle-ci est la meilleure que j'ai pu trouver, et donc elle vaut ce qu'elle vaut. Bien, on passe au spectacle. Alors là, je vais vous faire défiler, parce qu'à l'issue de cette séquence, les spectacles vont être vivants et vivants pour nous. Donc je balaye la série avant tout, bien sûr. Et j'en suis chaque fois très émue. Je dois un hommage à Pierre Richinard. C'est grâce à lui, en fait, que nous avons rassemblé, que nous avons bénéficié de l'énorme illustration de toute cette époque. Hélène est ici. J'avais demandé à Hélène qui lui convenait, j'allais dire qui leur convenait à tous les deux. Pierre nous a quittés il y a un an. Elle a préféré celle-ci, qui nous a été fournie par Emmanuel Logier et qui en définitive est excellente. Pierre a en effet terminé dans la vie d'un académicien qui n'avait rien enlevé, bien au contraire, à cette joie de vivre, ce côté espiègle qu'il est fort bien rendu sur ce portrait de lui. Merci Pierre, merci Hélène de continuer avec Edmond l'entretien, peut-être même l'amélioration encore, je crois que c'est un peu difficile. Mais Hélène éventuellement vous dira ce qu'il en est. Donc à l'époque du café-concert, en fait, la publicité étant interdite, il faut se référer aux annonces de l'indicateur marseillais qui parlent en fait, en 1869 par exemple, que tous les soirs, il y a un grand concert, spectacle, des ballets, pantomimes, féeries, pièces militaires, romances, grands airs, duos, chansonnettes, enfin, vraiment une palette extraordinaire. Dimanche et fête, spectacle exceptionnel de jour et de nuit, et même tous les jours non fériés, de 1h à 3h, moins un quart, on peut venir donc assister à une répétition générale et publique. En 1868, c'est Charles de Bureau, fils, implante la pantomime, qui sera pendant de nombreuses années la passion marseillaise. Et Louis Rouff, père d'Alida, qui elle s'est distinguée ailleurs, poursuivra sur cette lancée. Lors de la réouverture de 1879, c'est Eugène Maria qui est directeur, et on annonce tous les soirs aussi concert, spectacle, pantomime, orchestre de 30 musiciens. Les vedettes de pantomime et du café-concert se partagent la scène. Paulus Ouvrard, Aristide Bruand, Yvette Guibert, Lateschi à gauche, Mercadier au centre, Mayol sur la droite. C'est de cette époque que date la première affiche, elle est due à Mitzti, et évoque un genre de spectacle nouveau dont le succès ne se démentira pas 70 ans durant, celui de la Revue marseillaise. En 1897, Léon Doux est devenu directeur, et on a de cette époque, grâce évidemment aux collections de Pierre, ce très beau programme de l'Alcazar de Léon Doux, qui est en effet maintenant l'Alcazar lyrique devenu Alcazar Léon Doux. Les attractions internationales sont accueillies, jongleurs, vélocipédistes, illusionnistes, les grandes vedettes du moment s'y produisent, d'Albret, Georgel, Chevalier dans ses débuts au milieu, et ils sont lancés aussi des artistes locaux
qui animent ces célèbres revues et qui les animeront pendant longtemps. Ah, en 1910, un mimeaudrame, La Chair, était proposé. Et en y regardant de près, peut-être l'avez-vous reconnu. C'est Colette, tout juste séparée de son mari, Henri Gauthier-Villard dit oui. Colette a décidé de vivre sa vie de femme indépendante et d'apprendre la pantomime avec Georges Vague, qui était un excellent mime, mais aussi un excellent professeur. Et donc elle se produit à l'Alcazar en 1910 dans ce mimeaudrame plutôt osé. C'était pas fréquent à l'époque, je crois. Elle dit apprécier le public marseillais et avec le sens de la formule qu'elle aura toute sa vie et dans toutes ses œuvres, elle déclare irritable et bon enfant qui méprise la timidité et châtie l'outrecuidance. On parlait d'un public difficile, il l'a été parfois, mais là, je pense que Colette a fait l'analyse juste. Vous aurez à vous manifester tout à l'heure et on verra comment vous aurez apprécié ce qu'ils vous ont fait. Voilà, la revue marseillaise, le succès de ce type de spectacle dont il convient de préciser qu'il fut d'abord créé au théâtre du Gymnase, tire à son lit, passe en revue dans une longue suite de sketchs et de tableaux les événements marquants de la période, les personnages pittoresques de la vie quotidienne, les lieux connus de tous. Les personnages s'y expriment dans un français mélangé d'italien, de provençal, le provençal que pratiquait encore une partie de la population. Le duo de l'Escoubier et de la marchande de Frottadou, interprété ici par Bernard aussi, en donne un exemple savoureux. J'ai vainement essayé d'obtenir, Jean-Christophe va quand même peut-être me le faire, de me donner l'idée de ce que pouvait être le... Allez. On m'a dit Frottadou, pas question. Les Frottadou, c'était des filles de mauvaise vie. Je n'avais pas... Je ne suis pas très fine. Alors les habitants de Marseille sont heureux de me voir passer le matin sous l'oreille des Labordilles. Dans mon traîneau, j'entasse le crottin. Et des Saint-Jean à la plaine, tout le monde vient m'apporter son pastis. Et la marchande de Frottadou dit... De balai. Balai, oui. Après, il y a un autre terme, voilà. On n'est pas d'accord sur la version, mais la bonne version est... Moi, je n'ai pas d'opinion. Minomo Beppina, benché piccolina, sulla più bellina di tui le vidas. Lo soir, la mattina, ma coleschina vendi per un sou lei puli Frottadou. Voilà. Et on aura la partition, alors on aura tout à l'heure un petit extrait de cette opérette, justement, qui marque une des premières opérettes marseillaises et qui était donc au Coq-à-Nossor avec ses deux héros, Berval et surtout André Turcy, dont nous fêtons le 50 ans de sa disparition cette année. Merci, Marie. Bien, les grandes revues vont se succéder. Lorsque la guerre éclate, la Casa ferme ses portes pendant quelques mois, le personnel et les artistes, bien sûr, étant engagés dans les combats. Très vite, l'établissement renoue avec sa tradition des revues, collant alors à la réalité douloureuse de cette période. Suzanne Chevalier chante dans la revue de 1916, Les tourneuses d'obus. Nous n'allons pas nous attarder à voir ce que font ces braves femmes, qui sont tout à fait utiles et qui sont en fait un des aspects de ce qu'était l'intervention, le travail des femmes dans cette période où les hommes n'étaient pas là. Et elles mettaient la main dans l'huile et voilà. Alors, en 1920, ça devient, ce qui était encore, le café-concert devient vraiment le music hall. À partir de 1920, le père Franck en prend la direction et l'établissement, géré
par une société anonyme de l'Alcazar de Marseille, a comme raison sociale maintenant un musical théâtre. Et voilà ce à quoi faisait référence Jean-Christophe, cette revue qui va permettre en fait à l'Alcazar d'atteindre les sommets de la popularité avec des spectacles dont le souvenir perdurera longtemps, grâce en particulier à des chansons fétiches comme cette chanson du cabanon que nous entendrons tout à l'heure, et vous allez voir comme elle sonne bien avec les musiciens que nous avons. Et puis, il y a aussi des titres comme Hope et Fortune en 1921, c'est formidable. C'est la grande époque des deux frères, Fortuné aîné et cadet, de Berva, de Suzanne Chevalier, d'Ali Darouf et d'André Turcy. Voilà encore quelques illustrations savoureuses de l'époque. La danse des fadas, toujours avec André Turcy, Fortuné cadet au milieu, Berva à droite. Et c'était une revue au Marius en 1930 avec Georgel et Fortuné cadet en clochard. Elle avait remporté un grand succès car quelques mois plus tard, le 1er septembre, ce sera la dernière du père Franck qui passe la main à Justin Millat, l'empereur du cinéma marseillais. L'Alcazar devient alors une salle de cinéma, mais où se passeront de toute façon en alternance bien évidemment des galas de variété. Donc à l'époque du musical cinéma, à partir de 1931, la reconversion imposée par la mode ambiante n'empêche pas une activité de spectacle, de variété, de perdurer. On continue aussi à y lancer de nouveaux artistes. Ainsi débute le 3 mars 1933, en matinée, un jeune ténorino du nom de Tino Rossi. Un an plus tard, il sera vedette à Paris. On a la chance, parce que ça n'est pas l'image qu'on voit traditionnellement de Tino Rossi, on a la chance de voir ce Tino Rossi jeune et mince, alors qu'il va prendre, quand il deviendra vedette à Paris, de l'ampleur. Et là, c'est un tout jeune ténorino. Certaines de ces images sont dues aux archives qu'avait réunies dans notre comité un de nos membres, le disparu Gérald Dubousquet, qui nous a permis d'avoir des images qu'on ne saurait retrouver ailleurs. Celle-ci en fait partie. Voilà, donc il y a les jeunes talents à l'occasion de se mesurer au public de la salle prestigieuse, parce qu'on fait des concours de chant amateurs. Les grands du métier les arènes. C'est de cette façon que se fera connaître Yves Montand, qui s'appelait encore Yves Olivier, qui interprète en juin 1939 dans les plaines du Far West. L'établissement diversifie ses offres de spectacles. Il est ainsi organisé chaque année le marathon de la danse, au cours duquel des couples candidats se produisent jour et nuit jusqu'à total épuisement. Fermé durant la Seconde Guerre mondiale, réquisitionné pendant 2 ans par l'armée américaine, l'Alcazar réouvre en 1946 en tant que cinéma. Il faudra attendre décembre 1949 et l'arrivée de Robert Trébor à la direction pour que la salle redevienne un musical à part entière. Nous avons maintenant un intermède musical que va nous animer Jean-Christophe et ses musiciens. Nous allons présenter les musiciens. Alors, à la clarinette, vous avez Robert Viana, bien connu des Marseillais qui aiment danser, parce que c'est un spécialiste pour faire danser les Marseillaises et les Marseillais. Là, au clavier, Alain Martinetti, et moi-même, Jean-Christophe Borde. Voilà, dès que j'ai eu vent de cette conférence, j'ai immédiatement appelé le comité. J'ai dit à Michel qu'il fallait absolument que je participe d'une manière ou d'une autre. Et voilà, j'ai un peu forcé la main, mais je suis très heureux d'être là. C'était vraiment important. Et immédiatement, tout s'est découlé. On a tout de suite pensé à Marie-Claire Trébor, évidemment. Et puis voilà, on a aussi la famille qui est là, qui soutient cette initiative. C'est
c'est exceptionnel. Hélène, vraiment, c'est toute la famille du music-hall marseillais qui se réunit et c'est historique. Voilà, vous vivez un moment historique. Voilà, donc on peut être très heureux de ce moment et on est tous privilégiés d'être là. Voilà. Merci. Alors, nous allons un peu balayer les années avec des succès éternels. Nous allons commencer par, en 1902, Viens Poupoule, chanson de Mayol. Le samedi soir après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme dessert, souper, café, concert. On va filer bras dessus, aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut dépêcher pour être bien placé. Car il faut, entendre tous les cabots. Viens Poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça rend tout polisson. Souviens-toi, c'est comme ça que je suis devenu papa. Un petit arbre plombier des battants, quand arrive le printemps, c'est d'observer le charivari des environs de Paris. Dans les guinguettes au bord de l'eau, au son d'un vieux piano, on voit danser les petits joyeux, criant à qui mieux. Et piano, tu joues faux, mais ça fait rien mon petit coco. Viens Poupoule, viens. Ce soir je t'emmène où? À la Casa Bambou. Viens Poupoule, viens. Et l'on danse plein d'entrain, et la polka des trentains. Avec sa femme de brave agent, je lui rentrais gaiement. Quand tout à coup, je chez un peu, on entend des coups de feu. C'était messieurs des bons apaches qui se donnaient du panache et s'envoyaient quelques pruneaux et jouaient du couteau. Le brave agent, indulgent, dit à sa femme tranquillement, viens Poupoule, viens. Pour le coup les déranger, ça pourrait les fâcher. Viens Poupoule, viens. Ne te mets pas dans les bois, et tu reviens sans moi. De vieux époux, tout tremblotants, marient leurs petits enfants. Après le bal, vers les minuit, la bonne vieille dit à sa petite fille, tremblant de sommeil, je vais te donner des conseils qu'on donne toujours aux jeunes mariés. Mais le grand-père plein de gaieté dit doucement, bonne maman, laisse-les danser deux enfants. Viens Poupoule, viens. C'est le petit polisson, on n'a pas besoin de leçons. Viens Poupoule, viens. J'ai bien certains à voir qui en savent plus que toi. Bon, il y avait des petites chorégraphies de Mayol, mais bon, j'avais répété, mais après je me suis dit quand même, on va rester un peu dans le cadre universitaire, on va se détendre. On va trop se détendre, justement. Alors nous allons maintenant passer, voilà, plus de solennité avec Le rêve passe, musique de Charles Elmer.
jasement s'avance, l'enfant s'éveille ému, mais tout dort en silence. Et dans son cœur, le songe est revenu. Les canons venaient clairons. Écoutez, regardez, voyez-vous, les hussards, les dragons, la garde, ils saluent tous l'empereur qui les regarde. Fiers enfants de la race, sonnez au chant, le rêve « 1919, la chanson du cabanon, créée par André Turci. Les gens du Nord, avec des airs d'envie, demandent ce que c'est le cabanon. Le cabanon, c'est toute notre vie, c'est tout et c'est rien, car ça n'a pas de nom. C'est un endroit où nous faisons des blagues, des galéjades qu'on lance sans façon, où la gaieté se mêle au chant des vagues. C'est le midi, quoi, c'est le cabanon. Sous le soleil, le dimanche on fourmille, et tous les grammes, c'est un tourtis réuni. Nous y faisons la bourrine en famille, la bouillabaisse, aioli, au ravioli. Après l'idée, chacun chante la sienne. L'oncle Janet qui pose sa voix de baryton nous endort tous, c'est encore une veine de faire un pénéqué au cabanon. Pendant ce temps, je vais câliner, cherche toujours un coin pour s'essuyer les mains qui sont de grands blagueurs, n'y voient jamais qu'ils s'en vont aligner sur les rochers. Ils s'en fait une bosse et le soleil leur troublant la raison. 2 mois plus tard, on voit après la noce un caganice des mailles au cabanon. Quand on est vieux, alors on se rappelle des jours heureux passés au bord de l'eau. Tu étais beau, dis-toi, oh, que tu étais belle, quand tu mettais ton petit caraco. Mais c'est fini, l'existence fut brève, car de tout temps la vie a fait du beau.
1936. Si tu reviens, chanté par les Becker. Y a-t-il encore des fans de les Becker dans la salle? Non. Où sont-elles, toutes ces femmes? Alors, on ne pouvait pas évoquer, évidemment, l'Alcazar, sans parler, évidemment, des opérettes marseillaises. 1943, Vincent Scotto, René Sarville, leur dernière collaboration. Le petit bal de la belle Lutte de Blé, est créé par Alibert.
À Marseille, qu'émerveille, il y a des coins charmants, la Tourette, la Joliette, les Stacks et Saint-Jean, la Carrière, Pont-de-Mer, tout ça c'est très beau, mais peu cher pour me plaire, non rien ne vaut. Le petit bal, la belle, le bel, pour le nord sous les branches, les beaux dimanches, l'accordéon ne s'arrête jamais. Et nous tournons en musique, zig, comme un tourniquet. Volant-y dans les bras, une, deux, trois jours. La valse à petit pas, une, deux, trois jours. En ce temps-là, déjà je vous aimais. Et mon cœur battait plus vite à la belle de mer. Ah madame, oui madame, il y a du dancing. Au sestiche, tous les riches pour faire le swing. Il faut faire des manières dans ces boîtes-là. Mais peu cher pour me plaire, ça ne vaut pas. Le petit bal, la belle, où le nonce sous les branches, les beaux dimanches, l'accordéon ne s'arrêtait jamais. Et nous tournons en musique, zig, comme un tourniquet. Au valsier dans mes bras, une, deux, trois jours. La valse à petit pas, une, deux, trois jours. En ce temps-là, déjà je vous aimais. Et mon cœur battait plus vite à la belle de mer. Au valsier dans mes bras, une, deux, trois jours. La valse à petit pas, une, deux, trois jours. En ce temps-là, déjà je vous aimais. Et mon cœur battait plus vite à la belle de mer. Et mon cœur battait plus vite à la belle de mer. Ça n'est pas facile de Ça n'est pas facile du tout de reprendre le micro après cette merveilleuse prestation. Je vais juste pour faire le choix dire que personne ne connaissait Reda Claire, on a connu Reda Claire, sauf que Richard a eu souvenir en personne interposée. Il me semble que Reda Claire, si j'ai bien compris vos archives, a été le témoin du mariage de votre mère Claudie. Eh ben non. C'était le parrain. Oui. Donc, et c'était également le parrain de Marie-Claire. Voilà. Merci. Bien sûr, maintenant nous attaquons, la période des années Trébor, qui est aussi merveilleusement représentée à la personne près qui manque beaucoup, qui est Marie-Claire. Ces années Trébor qui ont duré de 1949 à 1966. Je me suis permis de mettre, avec leur accord bien sûr, des photos de ces jeunes gens, Ernest, Robert Trébor et d'Henriette Bezzani. Elles nous viennent de ces archives dont je vous parlais tout à l'heure, de Gérald Dubousquet, qui était à l'évidence un admirateur de cette famille. Et donc, ils se sont mariés le 17 août 1935. De cette union est née, sont nées deux petites filles à 4 ans de distance, Claudie d'abord, Marie-Claire ensuite.
qui sont devenues ces jeunes femmes superbes, qui sont photographiées là, à droite, devant un panneau d'exposition, d'une exposition qui vraiment fait défaut, nous fait défaut. C'était organisé, j'imagine, par Richard en particulier. Oui, enfin, je veux juste préciser, donc pour aller vite, en 95, c'est ça, donc j'avais mis en scène un spectacle où Marie-Claire et Claudie racontaient leur histoire, Valérie aussi jouait dedans, qui s'appelait Opérette au pluriel, et ce spectacle avait été produit par le Théâtre du Campagnol, qui était à Paris, à Corbeil-Essonnes, et lors de la création du spectacle, il m'avait proposé de faire une exposition avec tous les documents que nous avions. Et donc cette exposition accompagnait le spectacle, elle a tourné avec le spectacle. À un moment donné, Pierre Ascaride, qui est également comédien, metteur en scène, a mis en scène un spectacle dans lequel Marie-Claire et Claudie jouaient. Il m'avait proposé de faire également tourner l'expo avec ce spectacle. Malheureusement, elle est restée dans un théâtre, que je ne nommerai pas ce soir, et elle a disparu. Donc c'est triste parce que c'était... Alors il lui fallu faire des copies pour que ce soit ces copies qui soient dans l'expo, c'était les originaux. Et donc voilà, la plupart des archives qui nous restaient, il y en avait peu, ont quasiment toutes disparu. Donc ces dames ont eu des enfants, Richard, donc, qui vient de s'adresser à vous, fils de Claudie et de Marcel Dubel. Alors Dubelski peut-être. Rapidement. Oui, oui. Alors, effectivement, Marcel Dubelski dit Marcel Dubel pour son activité de compositeur essentiel et chef d'orchestre à l'Alcazar. Alors après, bon, évidemment, l'histoire a fait qu'il a été préférable à un moment de l'histoire d'enlever le ski. C'était mieux d'avoir un Dubel plutôt qu'un Dubelski. Oui, bah moi c'était mon... Voilà. Donc, au centre, Claudie, maman de Richard. Au centre de la photo des trois jeunes dames, Valérie, qui est là, et bien sûr Marie-Claire. C'est extrait du spectacle. Voilà, c'était extrait de ce spectacle Opérette. C'est une photo du spectacle. C'est super. Alors, le carré est blanc. C'est Fabien, qui n'a pas... qui n'avait pas de photo sur lui. Voilà. Bien, ben voilà, donc nous avons commencé les années Trébor. Non, pas tout à fait encore, parce que Robert Trébor, alors Ernest Robert Trébor, s'est essayé, paraît-il, d'abord à la chanson, avec l'objectif, qui n'a pas une longue vie, de reproduire le duo Fortuné Cadet et oui. Et ça n'a pas marché, mais il est devenu en tout cas éditeur, et sa boutique était 5 rue Curiole, et il proposait donc ce qu'on appelle des petits formats. Alors quelqu'un m'a dit tout à l'heure, et c'est peut-être ce monsieur qui l'a bien connu, qu'il a eu aussi une agence dans la rue Tubano. C'était en tout cas la rue où ils habitaient. Oui, c'était le même appartement, il y avait un côté habitation, un côté travail. Bien. Alors, passer entièrement à l'animation de l'Alcazar, Ernest Robert Trébor est devenu Ernest Robert Trébor-. Et c'est comme ça qu'il va, donc on va toujours le retrouver. C'est une petite particularité. Est-ce que votre nom d'ailleurs reste Robert Trébor? Vous l'associez toujours? Alors, oui, non, moi juste dire que moi j'ai pris le pseudonyme de Trébor, qui vous êtes, comme vous pouvez le remarquer, l'anagramme de Robert en fait. Donc son vrai nom de famille c'est Robert, à mon grand-père. Donc, et ma mère et ma tante ont pris le nom de pseudonyme Robert Trébor, et d'usage, on va dire, après c'était simplement Trébor. Marie-Claire Trébor, Claudie Trébor, après ça a été plutôt ça. Et moi j'ai gardé, quand j'ai commencé sur les planches à 18 ans, j'ai pris le pseudonyme de ma mère et de mon grand-père en Trébor.
voudrais juste ajouter. Moi, ce qui m'a toujours amusé, c'est que donc, notre grand-mère, en fait, appelait son mari Robert. C'est-à-dire, c'est comme si elle appelait son mari de son nom de famille. Quoi. Je ne l'ai jamais entendu appeler Ernest. C'est un prénom que je n'ai jamais entendu. Et une petite anecdote également, lorsque ma mère a voulu être comédienne chanteuse de l'Alcazar, donc son père, mon grand-père, a dit on va voir, et tu vas faire des essais, et tu vas surtout pas prendre mon nom pour faire ces essais. Il l'avait fait appeler Robert Claude. Alors, il a vu que ça marchait bien, après il a dit ok, maintenant tu peux t'appeler. Merci infiniment, Richard. C'est une grande richesse de vous avoir parce qu'on comble toutes les lacunes que je ne pouvais pas ne pas avoir, justement. Donc, il faisait déjà partie de la maison en tant que programmateur des numéros, et puis à l'époque de Franck Emilia, on lui devait aussi la découverte donc, de deux grandes vedettes, Reda Kerr et Tino Rossi, en 1933. Devenant directeur, il a la volonté de redonner à l'Alcazar son statut de musical pourvu d'un personnel spécialisé. Madame Trébor a animé l'atelier de costumes et parmi la troupe permanente, donc, il y avait l'intervention de ses filles. Et puis d'un orchestre à demeure, son gendre, Marcel Dubel, époux de sa fille Claude et Claudie, en sera le chef. Là, on va passer un petit peu vite en revue quelques-uns des grands spectacles, mais il y en a eu tellement, et c'est un peu difficile de faire un choix, donc j'ai sélectionné par exemple au moins pour le dire, le pensionnat en folie, le livret de Martigues avec Gorlette, Sarville, Monet, Louvain, qui ouvre la nouvelle époque, donc le 24 décembre 1959. Viendront ensuite Marius, Buffani, Marcel Pagnol. En 1950, Le Paradis d'Allah avec Reda Kerr, et en 1951, Les Opérettes de Vincent Scotto, Régis Sarville, d'Axélie, dont on voit ici une image des Lumières de la ville, Axélie est à gauche, et Chanson de Paris avec Claudie Trébor, adorable jeune femme, apparemment courtisée par Reda Kerr, j'imagine, puisqu'il fait partie de la distribution. La scène mythique, vraiment, et Compensant s'atteindra pendant encore une quinzaine d'années. Les étoiles anciennes et nouvelles qui s'y produiront, elles y sont toutes venues. Joséphine Baker, que l'on voit au milieu, Esther Lequin, Lynn Renaud, Annie Cordy, Nick Michel, Juliette Gréco, Tino Rossi, Charles Aznavour, Sacha Distel, Marcel Amont, Johnny Hallyday, dont on verra tout à l'heure une image, Eddie Mitchell aussi, Les Chaussettes Noires, Eddie Mitchell et Les Chaussettes Noires, pardon, Jacques Brel, Henri Salvador, Barbara, Bologna, son premier spectacle en France en 1958. Certains fidèles y reviendront plusieurs fois. Ainsi, Gloria Lasso à gauche, et regardez l'air absolument émerveillé de Robert Trébor, découvrant cette charmante femme qui a eu la finalité de revenir 8 fois sur sa scène. Dario Moreno, superbe, et Georges Brassens. Alors, j'ai réservé une image particulière à Georges Brassens, puisqu'on le voit avec Claudie Trébor. Et elle est très belle. Bien. Intermède musical. Alors, on a une petite chose à monter, à moins que vous vouliez intervertir les choses. Voilà. Donc, le titre est mort, au pays du soleil.
fait, cet enregistrement, bah, moi j'ai eu la chance que mon père en fait ait fait pas mal d'enregistrements. Alors je ne connais pas les conditions, hein, mais donc j'avais tout un stade de bandes magnétiques. Et à une époque où j'ai monté un autre spectacle, plus spécifiquement sur mon père avec l'Alcazar, j'avais rencontré des gens de l'INA à qui j'avais proposé de laisser dans les archives tout ce que je possédais, et je leur avais demandé en contrepartie de me numériser tout ce que j'avais. Et donc là j'ai... Alors là, il n'y a peut-être pas toute l'opérette, mais une grande partie. Donc là, j'ai fait juste un petit montage pour avoir ce moment-là. Et j'ai donc, grâce à ça, de nombreux enregistrements de l'Alcazar. Et également, à l'époque, il y avait la radio. Et toutes les semaines, mes parents participaient à une émission de radio, Coupe de Soleil, où il y avait donc, voilà, tout un tas de chansons chantées à l'Alcazar, ou pas, mais qui étaient dans ces émissions de radio. Et tout ça, donc j'ai tout un tas de CD. Oui. Ah, elle est habillée avec le... D'accord. Donc, voilà. Donc, Hélène Chinard me dit donc, que ma maman sera dans le nouveau volume des femmes marseillaises, c'est ça? Marseillaises du dictionnaire. Marseillaises du dictionnaire. Et donc, justement, dans le costume du Pays du Soleil. Exactement. Vous avez remarqué, Hélène Chinard intervient, et c'est un bonheur. Elle n'a pas de voix. Donc elle s'est presque réjouie de ne pas avoir vraiment intervenu. À vous, maître. Alors on a choisi un titre voilà, bien connu, et il y a une anecdote, Richard, sur l'histoire de Dalida à l'Alcazar. Elle est confirmée ou pas? Ah oui, l'histoire de Dalida. Allez, Fabien. Donc, dans les années 50, je crois que c'est en 56, mon grand-père invite, puisque beaucoup de vedettes marseillaises venaient faire de vedettes françaises, nationales, venaient faire leurs armes à Marseille. Et mon grand-père invite donc Dalida. Il y a eu à peu près, je crois, la même anecdote sur Juliette Gréco. Et mon grand-père l'annonce, et Dalida rentre sur scène, et au moment où elle allait commencer à chanter, en fait, des cintres, des gens jettent des pièces. Et donc mon grand-père était en coulisses, Dalida pleure, retourne en coulisses, et mon grand-père revient et engueule le public en disant que c'est inadmissible d'agir comme ça pour la petite, elle allait chanter. Donc reviens chanter, je reste à côté. Et donc il a continué, et il était à côté d'elle, il était petit, il mesurait à peu près 1m60, Dalida était beaucoup plus grande, et il est resté à côté d'elle pendant qu'elle chantait, à surveiller que personne ne lui envoie de pièces. Pompidou, 1956. Oui, les gars. Bambino, bambino, ne pleure pas, bambino. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne donnes plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu roules comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Régala de jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratte sur toi mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et cante de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blonds, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des
Pour Valérie. Bah, je sais pas, on m'a donné un... Mais alors, sabotage. Allez, voilà, allez, on refait. Non. Allez, on avance. Bon. Michel, prenez la main. On revient à la Bazarette. Voilà, soucieux d'activer un public toujours plus nombreux, Robert Trevor a su sans cesse élargir son offre, RDR a revu Coccinelle et ses produits sur la scène, spectacle de chansonniers avec Pierre Roy, Francis Blanche, Pierre-Jean Maillard, Roger-Pierre Jean-Marc Thibault, festival de jazz avec Sidney Bechet, Roger à la Newton, derby de danse, match de catch, où figurera un jour Dino Ventura. Pastoral aussi avec Freda Kerr, Fernand Sartou, Claude Robert Trevor. Voilà encore quelques autres. Colette Renard, Sacha Distel, Compagnon de la chanson, Barbara à gauche, Betty Mitchell à droite. Et puis, le 1964, Jenny Hallyday et avec ses fans, ses copines comme on veut, il était déjà là. Et le public montait déjà sur scène. J'ai rassemblé dans les documents que j'avais ces belles photos de gens qui ont fait la gloire et certainement leur bonheur aussi en se produisant dans cet établissement prestigieux. Merveilleuse dame, Victoria Marino, et aussi bien sûr Rina Ketty, et les inséparables Sarville, Vincent Scotto, Régis, et je garde toujours pour la fin une référence à Claudie Trevor, qui a fait vraiment partie de la troupe de l'Alcazar, avec Marie-Claire Meyer. On arrive dans la période triste, car l'extraordinaire ténacité se heurte, hélas, à une concurrence nouvelle. La télévision d'une part et le développement de la voiture particulière d'autre part. Aussi, en dépit du soutien que lui apportera Georges Brassens, le fidèle, Robert Trevor sera déclaré en faillite le 13 avril 1964. Il mourra 5 ans plus tard, le 24 novembre 1969. À ses obsèques, on m'a dit, et on le prouve avec cette image découpée dans un journal, le cortège funèbre est parti de la rue Tubano où était sa maison, en prenant pour le coup la rue Tubano à contresens, puisqu'ils l'ont descendu vers le cours, et en remontant tout le long du cours, en passant devant cet endroit qui avait été sa vie et qui était devenu un dépôt vente. En 1965, il y aura un petit sursaut avec la reprise par Jean Rezzulli et Albert Ferraud. Et le 9 août 1966 verra sa dernière séance, la projection du film pour qu'il sonne le glas. Les années noires, et Dieu sait si elles le sont, en 69, un incendie rage du sous-sol, causant la perte de plus de 100 ans d'archives et les seuls dont il restait. Le hall avait déjà été transformé en entrepôt de vente de meubles et de valises, et en 1979, c'est la destruction. Le renouveau interviendra quelques 20 ans plus tard. Voilà le spectacle pénible de l'endroit. Alors il faudrait chasser tout ça parce que c'est vraiment trop triste. Donc, un intermède musical avec cette fois Marie-Claire et Claudie dans une chanson écrite par Marcel Dubel. Donc vous connaissez maintenant toute la famille. Marcel Dubel, chef d'orchestre, père de Richard. Et là, on le joue. Je voulais juste intervenir 30 secondes. Ce que vous allez voir, donc c'est un moment que j'ai filmé par rapport à un spectacle que j'ai fait en 2007 qui s'appelait Qu'est-ce qui se passe? Autopsie du paradis, où je menais une enquête sur mon père et son lien avec l'Alcazar, et donc j'avais interviewé ma mère et ma tante
en leur montrant tout un tas de photos, et à l'issue de cette interview, je leur ai demandé si elles voulaient bien chanter cette chanson de mon père, Marseille. Donc ça a été filmé chez Marie-Claire. Donc voilà, c'est pas un spectacle, c'est vraiment un film qui a été intégré ensuite dans le spectacle. Et c'est très bien. Oui, Marie-Claire est au piano, bien sûr. Si l'on me demandait pourquoi j'aime Marseille, je ne saurais pas quoi dire, j'y ai jamais pensé. Maintenant vous m'aurez mis la puce à l'oreille. Attendez un moment, je vais vous l'expliquer. Oh, je n'emploierai pas des mots de grand poète. Il y en a eu avant moi, il y en aura d'autres après. Je dirai simplement ce qui chante dans ma tête. Et surtout pourquoi de la vérité. Tiens, lorsque par hasard il tombe de la neige, les passants étonnés fixent le firmament. Ils disent c'est pas vrai, devant Dieu, mais galère. Nous faire ça, nous, mais pour qu'il se prend. Et les amants de chez nous, une relation directe. Ils ont l'amour joyeux et sans complication. Au mot retentissant, ils préfèrent les gestes. C'est ainsi que s'accroît notre population. Il est des ports plus grandement de saigne sur terre. Londres, New York, Hambourg, Anvers, etc. Mais c'est des ports là, ils sont sur les rivières. Pour la mer, on la voit tout de suite, elle est là. Et si on la voit pas, eh bien, on la devine. Il y a qu'à se balader près de la rue Foncia, l'odeur des fruits de mer, ou congee ou narine. Ça vaut tous les pastis pour s'ouvrir l'estomac. Sur son rocher là-haut, la Vierge de la Garde berce l'enfant Jésus sur son cœur plein d'amour. Et quand elle va de part, elle lui dit regarde. Souhaite-t-elle lui bon vent et sur le bon retour. Et tant pis pour tous ceux qui vous parlent d'olive, de titaine, de sardine, ayant couché le port. J'ai dit ce que je suis et qui même me suit. À vous de décider, j'ai planté le décor. Vous m'avez demandé pourquoi j'aime Marseille. J'étais embarrassée, j'y avais jamais pensé. Maintenant je le sais, c'est une vraie merveille. Si elle n'existait pas, merci à vous. Oui, ça c'est sûr que c'est plein d'émotions. C'est une merveille. Eh bien, on peut, je pense, maintenant trouver, si c'était nécessaire, que la chanson continue, puisque Romane, venez. Donc, Romane, excusez-moi, c'est bon. Romane, c'est mon fils. Romane est chanteur. Il a eu l'année dernière son diplôme du Conservatoire de Marseille. Il est chanteur baryton. Et il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui parce qu'il joue à l'Odéon, la Belle de Catix, aujourd'hui et demain. Et donc on a fait une petite vidéo où il chante une chanson qui est donc La mauvaise réputation de Georges Brassens. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves n'en aiment pas que l'on suit notre route que non, les braves n'en aiment pas que l'on suit notre route que tout le monde médite.
le funèbre se trouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves n'en aiment pas que l'on suit notre route, que non, les braves n'en aiment pas que l'on suit notre route, que tout le monde se rue sur moi. Sauf les cul gâte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qu'il m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur bout, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui m'est pas à Rome. Mais les braves n'en aiment pas que l'on suit notre route, que non, les braves n'en aiment pas que l'on suit notre route, que tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Là, parce qu'elle aurait bien évidemment aimé être auprès de son fils. Et par chance, il y a demain, nous avons essayé de négocier une autre date, mais cet endroit est tellement demandé, tellement couru, que c'était aujourd'hui ou jamais. Alors, merci d'arrêter. On s'achemine vers la fin de cette présentation, en tout cas. Là. L'Alcazar devient grande bibliothèque et en définitive, ça reste l'Alcazar. Elle était destinée à s'appeler Bibliothèque de Marseille à vocation régionale, mais elle, et on parle toujours de l'Alcazar. La preuve. Créé par Georgel, 20 ans. N'avoir que 20 ans, c'est le bon moment, c'est la joie de vivre. Rien vous enlivre, tout semble épatant. On est comme un fou, on se fiche de tout, on chante du tête, on fait des conquêtes et des maris jaloux. 20 ans, c'est l'âge des caresses. 20 ans, c'est l'âge de l'amour. 20 ans, on choisit sa maîtresse et on change d'adresse à peu près tous les jours. 30 ans, alors on se marie, charmé par des yeux excitants de celle qu'on mène à la mairie et qui fraîche et jolie vient d'avoir ses 20 ans. On tient un monsieur vraiment très sérieux, votre femme vous adore, puis on vous décore, tout va pour le mieux. Mais un beau matin, un joli trottin autour de la tête, ouais, on fait la bête, car elle a 16 20 ans, c'est le ciel qui s'entoure. 20 ans, on laisse à la brasserie. 20 ans, mais un soir on découvre un employé du Louvre en caleçon dans son lit. Alors, on lui cède la place, furieux, mais on pense en sortant. Sitôt qu'on s'en garde dans la glace, il faut que jeunesse se passe, et qu'on n'a plus 20 ans. Vers 70 ans, très rhumatisant, mais bon philosophe, malgré vos reloffes, on est méprisant. On reste content de vivre longtemps et l'on se cramponne et des vieilles bonnes qui va vous tordre l'automne. 100 ans, alors c'est jour de fête. 100 ans, la fanfare, les pompiers. 100 ans, le discours qui vous gagne et que clame à tue-tête, député du quartier. 100 ans, c'est la photographie. 100 ans, c'est le mot de balcon. 100 ans, c'est la fin de la vie.
folie